Alors, prêt pour une nouvelle aventure? On plonge aujourd'hui dans le monde assez incroyable de Frédéric Franconieri, Frédéric Franconieri. un médecin Et oui, qui a relevé le défi fou du World Marathon Challenge. 7 marathons 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. en seulement 7 jours. Ah, On va essayer de comprendre comment il a réussi cet exploit, exactement. en s'appuyant sur ses connaissances médicales, sa préparation mentale et bien sûr sa passion pour la course à pied. Ce qui est fascinant avec Frédéric, c'est qu'il ne s'est pas contenté de courir. Il a utilisé son expertise médicale pour optimiser chaque étape de sa préparation. Mhm. Par exemple, il a intégré des concepts comme la VMA, la fréquence cardiaque maximale et la VO2 max à son programme d'entraînement. C'est vrai, il a vraiment abordé ce défi comme une équation à résoudre. Mais avant de plonger dans les détails techniques, j'aimerais comprendre ce qui l'a poussé à se lancer dans cette aventure. Qu'est-ce qui motive un médecin à enchaîner des marathons à travers le monde? Alors Frédéric est quelqu'un de très exigeant envers lui-même. Il voulait repousser ses limites et il voyait un parallèle intéressant entre la rigueur de son métier et les exigences de l'ultra-endurance. D'accord. Dans les deux cas, il faut être capable de gérer la pression, de s'adapter à l'imprévu et de puiser dans ses réserves pour aller au bout. D'ailleurs, pour se préparer aux conditions extrêmes du challenge, il a même utilisé une technique assez radicale, s'entraîner en étant déjà fatigué. L'idée était d'habituer son corps et son esprit à performer même dans l'inconfort. Absolument. Et cela nous amène à un point crucial, la préparation mentale. Frédéric a vite compris que la force physique ne suffisait pas pour réussir un tel exploit, il fallait aussi entraîner son mental. Et justement, il a utilisé plusieurs techniques pour se préparer mentalement. Il nous parle notamment de la visualisation. Il raconte une séance d'entraînement particulièrement difficile, 50 km à allure marathon sous une chaleur étouffante avec un seul litre d'eau. Pour tenir le coup, il s'est concentré sur la ligne d'arrivée du dernier marathon à Miami. C'est une image forte qui montre bien le pouvoir de la visualisation. En se projetant dans le futur, en imaginant le succès, on peut puiser une énergie incroyable pour surmonter les obstacles. Et il ne s'est pas arrêté là. Frédéric a aussi utilisé des techniques de respiration pour réguler son rythme cardiaque et rester dans la zone aérobie essentielle pour l'endurance. C'est fascinant de voir comment il a combiné des techniques physiques et mentales pour optimiser sa performance. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que malgré la complexité du défi, la logistique n'a pas été un obstacle majeur pour Frédéric. On pourrait imaginer des soucis avec les décalages horaires, les transports, les changements de climat, mais il explique qu'il vivait dans une sorte de bulle temporelle. Une bulle temporelle, si c'est Intriguant. exactement. Leur seul repère, c'était le temps entre chaque course. Le jour, l'heure, le fuseau horaire, tout cela n'avait plus vraiment d'importance. Ils étaient complètement focalisés sur le challenge coupé du monde extérieur. C'est comme s'ils avaient créé leur propre réalité dictée par le rythme des marathons. Incroyable, mais même dans cette bulle, il a bien fallu composer avec des réalités plus terre-à-terre comme la récupération. Comment Frédéric a-t-il géré cet aspect crucial du challenge Laris? Il était extrêmement méthodique. Son programme de récupération était aussi précis que son plan d'entraînement. Hydration, alimentation, sommeil, massage, il ne laissait rien au hasard. Parlons-en de cette routine de récupération. Dites-nous tout. Comment faisait-il pour recharger ses batteries aussi rapidement après chaque marathon? Dès la ligne d'arrivée franchie, Frédéric s'hydratait abondamment avec de l'eau et des électrolytes. Ensuite, il fallait combler le déficit calorique colossal engendré par la course, près de 5000 calories par jour. Imaginez le volume de nourriture. 5000 calories par heure. C'est plus du double de ce que la plupart des gens consomment en une journée. Exactement. Et le sommeil n'était pas en reste. Dès qu'il en avait l'occasion, Frédéric dormait dans l'avion pendant les transferts sur place, chaque minute comptait. Waouh, on comprend mieux comment il a pu enchaîner ses marathons. C'est une discipline de fer. Mais malgré la fatigue accumulée, il a réussi à réaliser des performances incroyables. On en parlera dans la suite de notre deep dive. Et oui, malgré la fatigue et les défis logistiques, Frédéric a réussi à performer à un niveau impressionnant tout au long du challenge. Il a même réalisé son meilleur temps, 3 heures et 54 minutes, lors du dernier marathon à Miami. C'est incroyable comment expliquer une telle performance après une semaine aussi intense. Avait-il des réserves d'énergie secrètes? Il semblerait bien. Frédéric nous explique que plusieurs facteurs ont contribué à ce pic de performance. L'excitation de la dernière étape, bien sûr, mais aussi le soutien de sa famille présente à Miami, des conditions météo favorables et surtout un déclic mental. Un déclic mental. Exactement. En arrivant à Miami, il a réalisé que c'était la dernière ligne droite. Son mental s'est libéré et il a pu puiser dans ses dernières ressources pour tout donner. C'est une belle illustration du pouvoir du mental en course à pied. Mais à l'inverse, quel était le marathon le plus difficile pour lui? Celui qui a vraiment mis son corps et son esprit à rude épreuve.
J'ai été surpris d'apprendre que ce n'était pas l'Antarctique avec ses conditions extrêmes, mais le marathon de Cape Town en Afrique du Sud. La chaleur intense l'a pris au dépourvu et il n'avait pas suffisamment anticipé ses besoins en hydratation. Ah oui, la chaleur peut être un adversaire redoutable, même pour un athlète aussi préparé. Et cette difficulté a-t-elle eu des conséquences sur les courses suivantes? Malheureusement, oui, Frédéric a ressenti les effets de cette déshydratation sur les 2 marathons suivants en Australie et à Dubaï. Ce qui est intéressant, c'est que cela met en évidence la nature enchaînée du challenge. Chaque étape a un impact sur la suivante. Et il faut savoir s'adapter en permanence. Absolument, c'est un véritable jeu d'équilibriste entre la performance et la gestion des ressources physiques. D'ailleurs, en parlant de gestion, j'aimerais qu'on revienne sur son alimentation pendant le challenge. On a parlé de 5000 calories par jour, mais est-ce qu'il faisait attention à la qualité de ses calories? Est-ce qu'il privilégiait une alimentation équilibrée? Eh bien, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Frédéric admet qu'il ne se souciait pas vraiment de l'équilibre nutritionnel pendant le challenge. Son objectif principal était de faire le plein d'énergie, peu importe la source. Vraiment, même en tant que médecin. Oui, même en tant que médecin. Il explique qu'il était tellement concentré sur la performance et la récupération qu'il mangeait tout ce qui lui tombait sous la main, des pâtes de riz, des fruits, des barres énergétiques. L'important était de faire le plein de carburant. C'est une approche assez pragmatique, mais on peut se demander si elle était optimale sur le plan de la santé. Est-ce que cette focalisation sur la quantité de calories au détriment de la qualité a pu avoir des conséquences négatives? C'est une question pertinente et on ne peut pas l'exclure. Il est possible qu'une alimentation peu équilibrée aurait pu optimiser sa récupération et ses performances, mais en même temps, il faut prendre en compte le contexte extrême du challenge dans une situation aussi intense. Il est compréhensible que la priorité soit donnée à l'apport énergétique immédiat. C'est vrai, il faut choisir ses batailles. Et en parlant de choix, j'aimerais qu'on explore un autre aspect fascinant de l'expérience de Frédéric, l'impact du challenge sur son sommeil. Comment a-t-il géré son rythme de sommeil avec les vols intercontinentaux et les marathons quotidiens? Figurez-vous que le décalage horaire n'a pas été un problème majeur pour lui. Le rythme du challenge était si intense, si différent de sa vie habituelle, qu'il a perdu la notion du temps normal. C'est fou, il ne savait plus quel jour on était. Exactement, il se réveillait, courait, mangeait, dormait et recommençait sans se soucier vraiment de l'heure ou du fuseau horaire. Sa seule préoccupation, c'était le prochain marathon. On dirait qu'il a atteint un état de flow absolu, totalement immergé dans le défi. Et dans cet état second, comment s'y prenait-il pour dormir suffisamment? Et il dormait dès qu'il en avait l'occasion dans l'avion pendant les transferts sur place. Chaque minute de repos comptait, c'est une capacité d'adaptation impressionnante. Et cela montre à quel point le corps humain est capable de s'ajuster à des conditions extrêmes. Et cette adaptation, on la retrouve aussi dans sa façon de gérer l'effort pendant les marathons. Est-ce qu'il avait une stratégie particulière pour adapter son allure en fonction des conditions climatiques? On imagine que courir en Antarctique et à Dubaï demande des ajustements importants. Absolument. En Antarctique, son objectif principal était de battre le record de France et de finir en moins de 4 heures. Il a atteint cet objectif. Et ensuite, il a adopté une approche plus prudente. Il s'agissait de survivre au défi et de finir chaque marathon en s'approchant le plus possible des 4 heures. C'est donc une stratégie en 2 temps, performance maximale en Antarctique, puis gestion de l'effort sur les autres continents. Et comment s'y prenait-il concrètement pour gérer son allure? Est-ce qu'il utilisait des outils spécifiques? Oui, il portait une montre connectée Garmin pour suivre ses données physiologiques pendant les courses. Et quels paramètres surveillait-il en particulier? Il se concentrait principalement sur sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire et sa cadence de course. Il s'assurait de rester dans une zone d'effort confortable pour éviter les blessures et la fatigue excessive. C'est une approche très rationnelle, très scientifique. On sent bien l'influence de son bagage médical, mais est-ce qu'il avait aussi une part d'instinct de feeling dans sa gestion de l'effort? Bien sûr, Frédéric explique qu'il écoutait attentivement son corps et qu'il adaptait son allure en fonction de ses sensations. Il ne se fiait pas uniquement aux données de sa montre. Il prenait aussi en compte ses perceptions internes. C'est un bel exemple de l'équilibre à trouver entre la technologie et l'intuition en course à pied. Et en parlant d'équilibre, j'aimerais qu'on aborde un autre aspect crucial de sa préparation, le rôle de son coach. Comment Renaud Jaillardon a-t-il contribué à la réussite de Frédéric? Renaud a joué un rôle essentiel aussi bien sur le plan physique que mental. Il a structuré les entraînements de Frédéric. Il a aidé à se fixer des objectifs réalistes, à gérer la pression et à rester motivé tout au long de sa préparation. C'est la preuve qu'un bon coach peut faire toute la différence, même pour un athlète de haut niveau comme Frédéric. Et justement, quel message Frédéric adresse-t-il à ceux qui rêvent de se lancer dans des défis d'ultra-endurance? Quels conseils donne-t-il? Son message est simple et inspirant. Soyez à la fois réaliste et rêveur. Il encourage les gens à se fixer des objectifs ambitieux tout en étant conscient du travail
et des sacrifices que cela implique. C'est une belle formule. Et pour finir, y a-t-il une phrase, une anecdote, un moment fort qui résume l'essence même de ce qu'a accompli Frédéric? Oui, je pense que cette phrase le résume parfaitement. Le plus important dans l'entraînement, ce n'est pas la motivation, mais la discipline. La discipline. Pourquoi est-ce si important selon lui? Parce que la motivation est fluctuante, elle va et vient, la discipline en revanche est constante. C'est elle qui nous permet de nous entraîner, même quand on n'en a pas envie de respecter notre programme et de ne pas céder à la facilité. Et c'est cette discipline de fer qui a permis à Frédéric de réaliser cet exploit extraordinaire. Waouh, c'est une leçon précieuse, pas seulement pour les sportifs, mais pour tous ceux qui veulent atteindre des objectifs ambitieux. Tout à fait, l'histoire de Frédéric nous montre que la détermination, la persévérance et la discipline peuvent nous permettre de réaliser des choses incroyables. Et après le World Marathon Challenge, l'aventure continue pour Frédéric. Il a déjà de nouveaux défis en tête. Oui, il envisage de participer à des événements encore plus extrêmes. Le marathon des Sables Comrades, l'Everest Marathon. Il a soif de nouveaux challenges, de nouvelles aventures. C'est admirable. On a hâte de suivre ses prochains exploits. Et en attendant, on encourage tous ceux qui veulent en savoir plus à découvrir son histoire sur ses réseaux sociaux, @FredDoit-Francois-Coquet et @Global Run Voyager sur Instagram et @Global Run Voyager sur YouTube. Vous y trouverez des photos et des vidéos incroyables de ses aventures. Absolument. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans un univers fascinant. Avant de te conclure notre exploration de l'univers de Frédéric, j'aimerais revenir sur un point qui m'a interpellé, le fait qu'il n'ait pas vraiment surveillé ses paramètres médicaux pendant le challenge. Oui. On pourrait s'attendre à ce qu'un médecin soit plus vigilant sur cet aspect. Non, c'est vrai, ça peut paraître surprenant. Oui. Mais Frédéric explique qu'il a voulu vivre ce défi avant tout en tant qu'athlète et non en tant que médecin. Il a fait confiance à son corps et à son expérience pour gérer les risques. Et visiblement, ça a fonctionné. Il a terminé le challenge sans problème de santé majeur. C'est une nouvelle preuve de sa force mentale et de sa capacité d'adaptation. Absolument. Et on peut imaginer que cette expérience a enrichi sa pratique médicale. Oui. Avoir vécu un tel défi lui permet d'avoir une meilleure compréhension des limites du corps humain et de l'importance de la préparation mentale. Exactement. Il peut partager ce vécu avec ses patients. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion plus large. Quel est l'impact de nos passions sur notre vie professionnelle? Est-ce que nos expériences personnelles peuvent nous aider à mieux exercer notre métier? C'est une question passionnante. Dans le cas de Frédéric, il est évident que sa passion pour la course à pied l'aide à mieux comprendre ses patients. Oui. Il peut les accompagner dans leurs propres défis, qu'ils soient physiques ou mentaux. Il peut leur montrer que tout est possible avec de la volonté et de la discipline. Exactement. Et on espère que cette plongée dans l'univers de Frédéric vous aura inspiré à poursuivre vos propres rêves et à repousser vos limites. Absolument. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Frédéric sur ses réseaux sociaux pour suivre ses prochaines aventures. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration